Chers amis, chers spinozistes, voilà, bonjour. Nous avons aujourd'hui donc la deuxième séance du séminaire de cette année 2024-2025, où nous recevons donc Andrea Sangiacomo, qui va nous parler de kinesthésique spinoziste, les genres de connaissances en mouvement. Alors, Andrea Sangiacomo est donc associate professeur à l'université de Groningue et professeur by special appointment. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais enfin, on devine. C'est donc par rencontre spéciale ou par contrat spécial à l'université Erasmus de Rotterdam sur la chaire Actualité de Spinoza. Et il est donc co-directeur de la revue Journal of Spinoza Studies. Donc vous avez le lien sur la fiche que je vous ai transmise. Et donc parmi ses publications, alors il a fait une thèse en Italie, donc on a discuté un peu avant l'intervention. Donc Andrea Sangiacomo a fait ses études à Gênes et à Milan, et avec des professeurs que nous connaissons tous, enfin, comme nous sommes spinozistes, donc Mignini, Filippo Mignini, donc célèbre traducteur et commentateur du traité de la réforme de l'entendement, puis de beaucoup d'autres textes. Et donc il avait fait une thèse sur les sources scientifiques de la théorie du conatus, c'est ça, qui a été donc partiellement publiée en italien ou totalement publiée, voilà, en italien, mais qui n'a pas repris dans cette liste. C'est dommage, c'était bien. Donc parmi les publications donc récentes, on a Spinoza on Reason, Passions and the Supreme Good, donc ça c'est Oxford University Press, 2019. Et ensuite la Yoga di Spinoza, donc chez Mimesis en 2004, qui a été traduit en anglais, donc Spinoza's Yoga, University of Groningen Press, et en open access. Donc, on a discuté, on a échangé par mail aussi avec Mario Donoso pour savoir si ce titre de Yoga de Spinoza n'allait pas éventuellement être retenu. Puis finalement, comme je préférais le titre initial, enfin, ce n'est pas moi qui ai décidé. Si Andrea avait choisi de changer de titre, ça ne posait pas de problème. Je trouvais que cette notion d'une kinesthésique spinoziste et sur la question des genres de connaissances en mouvement, pour moi, me parlait plus. Et donc, si vous voulez aujourd'hui parler du yoga de Spinoza, qui est un mot que Matron prononce à la fin de son livre, de façon d'ailleurs parfois peut-être un peu étonnante, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais bien sûr, vous en parlerez. Alors, je dois dire, je ne sais pas du tout ce que va être cet exposé, donc je vais le découvrir comme vous, que je trouve que le sujet est particulièrement intéressant. Donc, puisque chez Spinoza, il y a ce parallélisme, bien sûr, entre et donc à partir du moment où on a différents genres de connaissances, eh bien, on devrait aussi avoir différents genres de mouvements. C'est une question qui semble logique. Et donc je suis très intéressé parce que c'est une question qui est finalement passée sous silence. Entrez, bonjour monsieur. Entrez. Nous ne faisons que la présentation pour le moment. Bonjour. Non, vous excusez pas. Et donc cette question donc, de prendre au sérieux le parallélisme, c'est-à-dire se demander s'il y a différents types de mouvements qui pourraient correspondre aux différents genres de connaissances, je la trouve particulièrement pertinente. Et donc, je suis très heureux donc, que vous ayez réfléchi à cette question, que vous nous proposiez votre analyse. Donc, on fera comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous laisser parler le conférencier pour une intervention d'une grosseur, enfin à peu près comme ça. Et puis après, je reviendrai pour modérer la discussion. Donc, Andrea Sangiacomo, donc, merci d'être là, merci d'être avec nous. Vous avez la parole. Merci. Donc, merci à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici. C'est ma première fois ici à Paris 8. Donc, merci à tous. Il y a un calendrier que je vais suivre à peu près. Et bien, ce que je vais vous présenter, ce sont des idées, pas forcément de façon définitive. Il s'agit des idées que je viens de réfléchir et de développer dans ces mois. Et comme Charles venait de dire, l'idée centrale, c'est quelle est la relation entre connaissance et mouvement. Donc ce que je vais faire, c'est je vais commencer avec ce que je pense tout le monde peut connaître, mais juste pour avoir une base commune pour notre discussion. Et je vais vous présenter de plus en plus, je pense, des choses un peu bizarres. Donc, il s'agit un peu aussi d'une provocation. Donc, je vous
provoquer pour voir qu'est-ce que ça arrive dans la discussion. Et vous pouvez m'en rendre compte de toute façon, tout moment. Donc, le point de départ, je pense que c'est l'idée très bien connue chez Spinoza, que l'esprit, en fait, c'est l'idée du corps. Donc, bon, ça, c'est éthique 2, proposition 7, vous l'avez sous les pieds, je ne vais pas la lire. On connaît que, on sait chez Spinoza, l'esprit et les corps ne sont pas de réalités distinctes, sont deux expressions de la même réalité. Bon. Et on connaît aussi que les corps, chez Spinoza, c'est l'objet de l'idée, donc que ça fait l'esprit. Donc, dans l'esprit, il y a quelque chose qui se passe dans les corps, et les corps expriment, sur l'attribut de l'étendue, ce qui se passe dans l'esprit. Bon. Et on sait aussi, je vais uniquement faire la liste des données qu'on a dans l'épistémologie spinoziste. Spinoza aussi distingue entre trois genres de connaissances. Donc, ça c'est, vous avez le texte, encore je ne vais pas le lire, mais dans la proposition 40, dans l'escolie deuxième de la proposition 40, Spinoza distingue entre ces trois genres de connaissances. Donc, on a l'imagination, ça revient des impressions que les corps reçoivent par les corps entour. Donc, quand je vois quelque chose, quand j'entends un bruit, c'est un corps extérieur qui affecte mon propre corps et je retiens en image. Ça, c'est la connaissance de premier genre. Et dans cette connaissance, je connais quelque chose sur mon corps, quelque chose sur les corps externes, mais bien sûr, je ne connais pas l'essence de ce qui se passe. Je ne connais pas l'essence de mon corps, je ne connais pas l'essence de la cause externe. Si on arrive à concevoir des notions communes qui nous permet de connaître ce qu'il y a de commun entre mon corps et la cause externe, on passe à le deuxième genre de connaissance, que c'est la raison. Et ça, c'est la première étape de la connaissance adéquate chez Spinoza. Et à côté de ce deux, Spinoza aussi introduit ce qu'il appelle la science intuitive. Et ça, c'est aussi, dans les textes, c'est aussi un peu bizarre parce que le texte semble suggérer qu'en fait, il veut parler d'imagination et de raison, mais après avoir introduit la raison, il dit, outre ces deux genres de connaissances, il y en a encore un troisième. Comment sur la science intuitive, c'est un peu quelque chose qui arrive des côtés. En fait, Spinoza ne dira pas beaucoup de choses sur la science intuitive jusqu'à la cinquième partie de l'éthique, et aussi dans la cinquième partie, il est assez court dans son traitement de la science intuitive. Donc le lecteur est aussi un peu laissé à deviner ce que Spinoza vraiment entend. Et en fait, la science intuitive, ça fait aussi l'objet d'un très grand débat parmi les spinozistes et les lecteurs de Spinoza. Il y a bien des gens qui pensent que c'est pas forcément un genre de connaissance distincte de la raison, ou d'autres qui sont très sceptiques sur la validité de la science intuitive. Mais bon, c'est quand même quelque chose que pour Spinoza, effectivement, c'est très important. Une autre marche que je voudrais faire sur les trois genres de connaissances, c'est que, dans mon idée, quand même, les trois genres ne doivent pas être entendus comme trois étapes différentes. Peut-être qu'on peut bien avoir aussi une sorte de mélange entre les trois. Au même temps, le même sujet pourrait bien avoir des idées imaginatives, mais aussi un degré de rationalité et peut-être un petit peu d'intuition. Je ne pense pas que ça, c'est tout à fait impossible. Donc, quand on parle de trois genres, je pense que c'est bien de ne pas forcément imaginer qu'il doit avoir uniquement un genre qui est complètement présent dans l'esprit et à exclusion de toutes les autres. Ok, donc ça c'est les données du problème. Donc on a bien corps-esprit, on a bien trois genres de connaissances. Qu'est-ce que c'est le corps? Pour ajouter encore quelques détails, je pense que c'est très important de nous rappeler que le corps chez Spinoza, ce n'est pas une substance, ce n'est pas une chose, mais c'est une structure. Donc ça, c'est aussi une thèse qui a été beaucoup développée et je pense
acquis par les spinozistes dans les dernières 30 années, ou peut-être aussi plus. Mais si on lit par exemple la définition d'individu, et je ne vais pas la lire, vous l'avez sous la Saint-Priest, c'est très bien connu, on voit qu'il y a un élément essentiel dans la définition de ce que c'est un individu, c'est vraiment un rapport de mouvement. Donc l'individu, ce n'est pas forcément une chose, mais c'est un procès. Et aussi, si on compare la vision de Spinoza par rapport à Descartes, Spinoza, c'est le premier qui pose la question de sa différence entre Descartes et sa conception de l'extinction. Ça, vous avez ici, par exemple, la lettre 81, où il rejette l'idée de l'étendue chez Descartes parce qu'il n'implique pas l'idée du mouvement. Et si on prend un point de vue un petit peu plus métaphysique, on sait que dans la proposition 34 de la première partie de l'éthique, Spinoza démontre que la puissance de Dieu est son essence elle-même, et de la proposition 2 de la deuxième partie, que l'étendue est un attribut de Dieu, dont s'ensuit que tous les modes qui sont des modifications de cet attribut doivent bien exprimer une puissance. Donc, qu'est-ce que c'est un mode en tant que corps? C'est une quantité de puissance. Donc, effectivement, c'est ce que j'appellerais une structure dynamique. Donc, pas forcément une chose, mais un procès. OK. Donc, sur cette base, j'aimerais introduire l'idée de kinesthétique. Et par kinesthétique, je me réfère à la possibilité de faire un lien entre perception ou connaissance et mouvement. Donc, l'idée de kinesthétique, ça vient un petit peu dans l'endroit phénoménologique, mais on peut, je pense, l'adapter aussi pour étudier Spinoza, au mieux pour comprendre quelles sont les implications de la théorie spinoziste du corps et de la connaissance. On a toujours une certaine façon de penser dans l'esprit, et ça doit correspondre à un certain état du corps. Mais on connaît que le corps n'est pas une chose, mais un procès. Un procès, dans l'entendu, ça veut dire pour Spinoza un mouvement. Donc, chaque forme de perception ou de connaissance, ça doit correspondre à une forme de mouvement dans le corps. Je pense que ça, c'est une implication du système. Et donc, la kinesthétique serait l'effort ou la façon de voir et d'étudier cette sorte de corrélation entre les deux attributs. Donc, en envisageant le niveau épistémique, donc le niveau de l'esprit, et en même temps le niveau du corps, le niveau du mouvement. Et dans les exemples, page 2, vous avez une sorte de petite table où j'ai essayé de mettre ensemble quelles sont les relations que nous pouvons. Peut-être nous essayerions d'étudier. Donc, si on commence par exemple par l'imagination, on se concentre sur l'aspect, disons, qui revient plus à l'esprit. On a, comme on vient de dire, des affections du corps qui sont causées par des causes externes, donc certains changements du corps qui dépendent des affections externes. Ça n'implique aucune connaissance des essences, mais se bâtit plutôt sur des mémoires, sur des habitudes. Donc l'imagination est très connectée avec la mémoire, par exemple. Et, comme on connaît bien, l'imagination est aussi la base ou la source de passion. Mais les passions ne donnent pas accès à une véritable coopération, ce que en latin on pourrait appeler, ou Spinoza appelle convenientia. Or, si on regarde ou on cherche quels sont les mouvements qui correspondent au genre de connaissance imaginative, on pourrait songer à tout le mouvement qu'on a appris à force de répétition, sur la base de l'imitation des autres, par exemple, ou par habitude. Et ça, c'est quelque chose de très quotidien. Par exemple, notre façon de marcher, par exemple, ou notre façon de s'asseoir, notre façon de se bouger dans notre maison. Chacun a sa propre façon de se bouger, de se mouvoir,
Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui vient d'une connaissance adéquate de notre corps. C'est vraiment le résultat de notre affection et la façon où notre corps s'insère dans un certain milieu. Si on compare ça avec ce qui se revient de la raison, du point de vue de la perception ou de la connaissance, on a des affections causées par des propriétés communes, par exemple un corps avec un masse, avec une vitesse par exemple, une sorte d'interaction, un choc avec notre corps sur la base de la vitesse de notre corps. Donc ici, les lois du choc interviennent pour expliquer ce qui se passe. Et les lois du choc sont possibles parce que les deux corps ont cette propriété commune que c'est d'avoir une vitesse. Sur la base de ces connaissances de propriété commune, on a en fait une connaissance adéquate, donc la raison c'est un genre de connaissance adéquate, et c'est aussi la base pour la création d'une véritable coopération entre les corps. Et ça, notamment Spinoza va le développer dans la quatrième partie de l'éthique, quand il fait le lien entre raison et la vie sociale. Et on connaît aussi que la raison, dans ce sens, peut être la base pour les affects que Spinoza appelle actifs. Or, si on se demande quels sont les mouvements qui correspondent à ces genres de connaissances, ils doivent être des mouvements qui sont basés sur certaines règles communes. Et donc ici, quelques exemples que je suggère, mais peut-être qu'il y a beaucoup plus d'exemples. Vous pensez à des sports d'ensemble par exemple, ou la danse, spécialement quand la danse c'est avec quelqu'un d'autre, ou jouer de la musique dans un ensemble. Il s'agit de 3 exemples où différents corps s'organisent de façon telle qu'ils, sur la base de certaines propriétés communes, peuvent échanger des mouvements d'une façon réglée, et donc les corps mêmes se connaissent dans cet échangement. Bon. Qu'est-ce qui se passe quand nous essayons d'appliquer cette même sorte de recherche à l'intuition? Or, du point de vue de la perception, ce que Spinoza nous dit dans la 5e partie de l'éthique, mais aussi il le mentionne déjà dans la scolie 2 de la proposition 40 de la 2e partie, c'est que l'intuition, la science intuitive, c'est une connaissance adéquate de l'essence d'une chose qui est envisagée comme un mode de la substance divine. Donc, quand j'ai une connaissance intuitive de ce table, par exemple, je vois que le table, c'est en fait une mode de la substance divine, donc un mode de Dieu sous l'attribut de l'ascension. Et je vois l'essence du table, ce que le table vraiment est. Et au même temps, pour avoir cette sorte de connaissance intuitive, je ne vais pas le démontrer, mais je pense que ça suit de la théorie spinoziste, je dois aussi me rendre compte que mon propre esprit qui connaît le sens, c'est aussi un mode de la substance divine. Parce que si je connais vraiment qu'est-ce que c'est la substance divine, je dois aussi connaître que mon propre esprit, c'est aussi un mode de la substance divine. Ça c'est une implication. On peut en discuter si vous voulez, mais je pense que ça suit. Donc la connaissance intuitive, en ce sens, implique une forme de non-dualité. Et pour ça, j'entends le fait que quand je connais quelque chose de façon intuitive, je connais que la chose que je connais, ce n'est pas forcément autre, d'un point de vue substantiel, de ce que je suis. On est tous les deux dans le même système. On est tous les deux des expressions de la même substance. Et ça, c'est le lien qui permet à Spinoza, dans la 5e partie de l'éthique, de nous dire que la connaissance intuitive nous amène à la mûre intellectuelle de Dieu. Parce que nous montre quelle est notre propre essence aussi, et donc ça revient de la joie, ça augmente la puissance de pensée de l'esprit, avec un lien avec l'idée de Dieu, et donc ça revient à la mûre intellectuelle. Or, on peut bien sûr discuter plus sur ce point, mais pour l'instant, je veux
vous amenez votre attention au point de questions qui suivent. Parce que, qu'est-ce que c'est les mouvements qui correspondent à la science intuitive? Donc ça, c'est ma question. Ça, c'est la question que je voudrais vous poser. Parce que dans les autres deux cas, on peut assez facilement trouver une corrélation entre mouvement et connaissance. Mais ici, on a la description d'un genre de connaissance, mais ce n'est pas forcément simple de voir quels devraient être les mouvements qui correspondent à l'impression. Et Spinoza n'en dit rien. Donc, ça, c'est la question que je vous pose. Et dans le reste de mon exposé, je vais vous suggérer une possible solution. C'est vraiment quelque chose que je viens de penser dans ces mois. Donc, ce n'est pas forcément une thèse rigide, c'est justement une suggestion pour vous aussi ou pour notre discussion après. Et ici, je vais faire une sorte de tour. Donc, je vais laisser de côté Spinoza et je vais me bouger sur tout autre milieu intellectuel. Et c'est le milieu que j'appelle le yoga. Donc, pour ces mots, c'est vraiment ambigu, parce que maintenant, par yoga, on a une certaine vision de ce que c'est le yoga. Mais je l'entends de la façon la plus large possible, comme toutes les méthodes qui ont été développées spécialement en Inde, pour transformer l'expérience ordinaire et réaliser une conscience unifiée entre la subjectivité finie et les fondements de cette subjectivité. Ça, c'est une sorte de définition de travail que je vous propose. Vraiment, c'est inadéquat, mais pour l'instant, on va l'utiliser. Et du point de vue méthodologique, je ne vous propose pas une comparaison historique entre Spinoza et le yoga, parce que je vais faire comme une sorte de postulat que Spinoza ne connaissait rien de la philosophie indienne, et je ne pense pas que les Indiens ont connu beaucoup de Spinoza, donc ce sont complètement deux systèmes indépendants qui se développent dans deux milieux culturels complètement indépendants. Et donc c'est vraiment une sorte de lien théorique que je vous propose comme une aide pour résoudre ces sortes de questions. Or, si vous voulez savoir plus comment on pourrait développer cette cadre théorique pour créer une sorte de dialogue entre Spinoza et le yoga, je fais un peu de réclame. Ça, c'est le livre que je viens de publier. Donc, vous pouvez le télécharger. C'est un open access et vous avez le QR code à la fin de l'exemplier. Donc, si vous voulez en savoir un plus, vous pouvez le regarder. Ici, je vais développer quelque chose qui n'est pas dans le livre forcément, mais c'est justement quelque chose que ça m'arrive après avoir fait ce travail. Et je vais utiliser ce contexte du yoga pour répondre à la question « Quelle est la kinesthétique de l'intuition ?» Ça, c'est ma question. Une autre question. Or, juste quelques remarques d'ordre historique pour mieux se comprendre sous le terme yoga et la tradition du yoga. Il y a vraiment une très grande variété de traditions dans le yoga en Inde. En fait, le terme commence à être utilisé vraiment très tôt dans l'histoire de la philosophie indienne. D'abord, il peut signifier méthode spirituelle surtout, ou unification aussi. Il y a une très grande différence entre différentes écoles, donc c'est vraiment impossible de parler du yoga en général. C'est pour ça que je veux me plonger sur une particulière forme ou école du yoga, en fait, qui se développe à partir du 8e siècle, surtout dans la région du Cachemire, et qu'on peut appeler généralement tantrique. Donc, je vais passer sur le développement historique, si vous voulez, on peut en parler dans la discussion, mais pour rendre l'exposé un peu plus simple,
je vais me plonger uniquement sur cette forme de yoga. Donc, le yoga du Cachemire, on pourrait dire que c'est une sorte de tradition moniste et idéaliste, dans le sens que toute la réalité est conçue comme une expression de la même réalité et d'un seul principe. Et ce principe, on l'appelle la conscience. Donc, c'est un monisme idéaliste en ce sens. Mais la conscience est considérée être le principe précisément parce que ça, c'est le seul principe que ça suffit à soi-même. Donc, la conscience est définie dans cette tradition comme absolument libre. Et pour absolument libre, ils entendent le fait que la conscience ne dépend pas d'autre chose. Donc, mon lapsus traduisait déjà ce que je veux dire maintenant, qu'en fait, ils entendent cette idée de conscience de la même façon que Spinoza entend la substance. Ou bien, on pourrait utiliser la définition de substance de Spinoza pour décrire cette conscience comme une substance. Et si vous voulez voir plus sur cette tradition, je vous suggère ce travail de Ksemaraja, qui est un élève de Abhinavagupta, et il a écrit cet ouvrage très, très intéressant, Le corps de la reconnaissance de soi-même. Peut-être qu'il y a, je pense, une traduction en français, il y a certainement une traduction en anglais. Donc, dans cette tradition, le but du yoga, c'est de faire apercevoir au sujet fini, au même temps que tout objet de connaissance est l'expression du même fondament, et au même temps que l'esprit qui réalise cette connaissance est lui aussi l'expression du fondament. Donc, les sortes d'expériences que le yoga de la reconnaissance aime à réaliser, c'est vraiment cette sorte de connaissance non dualiste où ce que je connais, je le reconnais comme une expression de la conscience qui est aussi ma conscience. Pas dans le sens que c'est ma conscience finie, mais dans le sens que ma conscience finie aussi, c'est une expression de cette conscience libre, absolument libre, qui c'est la substance de la réalité. Pour simplifier, on pourrait dire que le but du yoga tantrique est donc de faire est tout à fait proche de la science intuitive dont parle Spinoza, avec la différence que chez Spinoza, l'élément idéaliste, c'est moins clair. Bien sûr, il y a eu des interprétations idéalistes de Spinoza, mais je vais laisser ça de côté. Et ce n'est pas forcément important que les deux traditions sont en accord sur tous les points. Mais comme hypothèse de travail, je vous suggère qu'en fait, dans cette tradition, on a une thématisation d'une forme de connaissance qu'on peut comprendre dans des termes qui se ressemblent beaucoup à ce que Spinoza utilise quand il parle de la science intuitive. Or, ce qui est intéressant, c'est que la tradition tantrique, en fait, c'est à la base d'un développement des traditions du yoga, aussi au-delà de cette école du Cachemire, qui, dans le cours du temps, donc notamment dans l'âge moderne en Inde, donc à partir du XVIe siècle, vont développer des moyens pour réaliser cette sorte de connaissance à travers le corps. Et ça, c'est la raison pour laquelle je pense que cette tradition peut être utile pour notre question sur la kinesthétique de l'intuition. Donc, vers le VIe siècle, il commence à s'affirmer ce qu'on peut appeler Hatha Yoga. Et le nom vient d'un traité, quand même utilisé dans un traité très connu qui s'appelle Hatha Yoga Pradipika, et qui développe de plus en plus la recherche sur comment la manipulation du corps physique, donc vraiment le corps propre, peut influencer la pensée. Et ici, il y a cette idée qui commence à se développer, qui est maintenant, on est peut-être pas, ça ne sonne pas trop exotique parce que ça devient un peu le langage de
sorte de culture spiritualiste qu'on a aussi en nos jours, mais quand même ça vient du VIe siècle. Et dans ces traités, on commence à voir défini cette idée qu'il y a dans les corps des centres ou des points qui opèrent comme sorte de porte qui puisse bloquer ou non le passage des esprits vitaux. Donc l'idée c'est que le corps, la vie du corps dépend de cet esprit qu'on appelle prana, qui s'est associé aussi avec la respiration, mais c'est réduit par la respiration. Et il y a des centres dans les corps qui peuvent bloquer le souffle de cette énergie. Et on appelle ces centres chakras. Ça veut dire coup. On a l'image de 7 chakras avec les couleurs les différentes couleurs. Ça, c'est une idée de la New Age. Ce n'est pas forcément ce qu'on trouve dans les traités de l'âge moderne. En fait, il n'y a pas forcément 7 chakras. Peut-être dans certains traités, on a beaucoup plus. Dans certains traités, on a beaucoup moins. Ils ne sont pas forcément toujours dans la même position. Quand même, je vous ai mis aussi un petit image qui vient si je me rappelle bien, d'une traité tantrique en fait, je pense. Ouais. Et on voit qu'ici, les petites images que vous avez sont il y a une sorte de directionnalité qui va de la base du corps, de la base de la colonne vertébrale au but de la tête. Parce que la théorie qui va s'affirmer, c'est que cette énergie vitale est bloquée à la base du corps et elle doit surgir jusqu'à le but de la tête. Et donc les chakras sont en fait les portes qui permettent cette sorte de mouvement. Or, qu'est-ce que ça se passe quand ces roues vont être débloquées? Bien, on arrive à l'intuition. Donc, on va faire dans cette tradition une sorte d'étude sur comment on peut débloquer ces portes dans les corps de façon qu'on arrive à faire l'expérience de cette intuition, où je vois moi-même et l'objet comme 2 expressions de la même réalité. Donc, le but du yoga, qui est le but de l'union, peut être réalisé par le déblocage du corps. Et déblocage, ça veut dire que quelque chose qui était bloqué dans une partie du corps peut se bouger. Et donc, en fait, ce n'est pas uniquement un déblocage, mais c'est aussi une intégration du corps. Et ça c'est pas uniquement... Il n'y a pas une façon pour faire ça. C'est intéressant qu'en fait, il y a beaucoup de textes, mieux connus ou surtout pas trop connus. Il y a aussi un problème de traduction, un problème d'accès aux sources. Beaucoup de sources sont en sanskrit, donc c'est pas facile d'avoir une idée complète de ce qui se passe dans cette sorte de recherche qui prend beaucoup de siècles quand même, 4 ou 5 siècles. Mais quand même, l'idée reste que ça, c'est une sorte de champ de recherche. Comment on peut modifier les corps, comment on peut manipuler les corps, surtout à travers des positions et d'autres instruments aussi, pour réaliser un état qui en fait c'est un état épistémique, un état de connaissance. Or, ça c'est la parenthèse, on revient à Spinoza. Est-ce que Spinoza connaît un état physique d'intégration de toutes les parties du corps qui amène aussi à la connaissance? Or, si on pose cette question, je pense qu'on connaît bien la réponse. Ou quand même, je vous suggère qu'en fait, on trouve une réponse chez Spinoza. Il connaît bien cet état physique. Il l'appelle hilaritas. Donc, en français, Pierre-François Moreau a traduit hilaritas avec allégresse. Je pense que c'est très difficile de traduire les mots. Donc, je vais lire quand même ce petit texte qui vient de l'Escoli de la proposition 11 de la 3e partie. Donc, c'est l'enjeu où Spinoza donne la définition de la joie et de la tristesse, donc les effets fondamentaux. Par joie, j'entendrai
dans la suite, la passion par laquelle l'âme passe à une plus grande perfection, et par tristesse, la passion par laquelle elle passe à une perfection moindre. Plus encore, quand ils sont rapportés au corps et à l'âme, en même temps, j'appelle l'affect de joie, chatouillement ou allégresse, hilaritas. L'affect de tristesse, douleur ou mélancolie. Mais il faut remarquer que les chatouillements et la douleur se rapportent à l'homme quand une de ses parties est affectée plus des autres, alors que l'allégresse et la mélancolie s'y rapportent quand toutes ces parties sont affectées également. Donc, l'hilaritas, c'est un état de joie, ça veut dire un état de augmentation de sa propre puissance qui se rapporte à toutes les parties du corps en même temps. Donc, la chose typique de l'hilaritas, c'est l'intégration de toutes les parties du corps dans un état d'activité. Donc, il n'y a pas une partie qui est plus active que l'autre, mais toutes les parties sont activées en même temps. Et ça, c'est un thème, en fait, qui, ici, c'est explicite, mais Spinoza le répète plusieurs fois dans l'éthique, que c'est bien pour les corps d'être activés tous ensemble. C'est mauvais, le contraire de l'hilaritas, c'est aussi la fixation. Quand il y a une partie du corps qui travaille ou qui rattrape toute l'énergie du corps, tous les conatus, uniquement dans une partie, ça va être mauvais pour la santé du corps. Or, qu'est-ce que Spinoza savait de l'hilaritas? Il l'a décrit, mais est-ce qu'il pouvait la répliquer ou est-ce qu'il pouvait la développer? Or, il y a un scolie très intéressant dans la quatrième partie de l'éthique, proposition 44, donc je crois qu'on peut faire prendre la conclusion qu'en fait, Spinoza théorise l'hilaritas, parce que ça doit être bien quelque chose qui doit être là, mais plus comme une sorte de construction théorique, que peut-être on sait qu'il doit bien être, mais on ne connaît pas bien comment on doit la traiter. Parce que Spinoza, dans cette scolie, écrit « L'allégresse, hilaritas, que j'ai dit être bonne, c'est la plus facilement concevoir qu'observer. » Donc, on la conçoit, on la déduit, il doit y être, mais c'est très difficile à observer. Car les affects auxquels nous sommes en proie chaque jour se rapportent pour la plupart à une partie du corps qui est plus affectée que tous les autres. Et ainsi, les affects ont, pour la plupart, de l'excès et fixent l'âme dans la seule représentation d'un unique objet. Ça veut dire rapporte l'esprit vers l'imagination. Parce que être fixé sur un objet, c'est bien en forme d'imagination. Donc, d'abord, dans la vie quotidienne, nous n'expérimentons pas l'hilaritas. Mais si on conçoit quelle est la nature de l'allégresse, quelle est la nature de la joie, on peut bien constater qu'il doit y avoir la possibilité de l'hilaritas. Et je vais faire un pas plus loin. Je vais suggérer qu'en fait, la relation entre hilaritas et connaissance, c'est très, très important chez Spinoza. En fait, l'hilaritas peut être bien un trait d'union entre imagination ou affection du corps et intuition. Pourquoi? Donc, si on conçoit que quand toutes les parties sont affectées dans la même mesure, les conatus aussi apparaissent comme la propriété commune du corps, parce que toutes les parties sont activées, donc le conatus de toutes les parties se coordonnent d'une certaine façon. Donc, les conatus, qui est l'essence du corps, se montrent comme l'effort d'affirmer sa propre existence dans tous les corps. Et donc, en connaissant ces conatus, on connaît bien la propriété commune de toutes les parties. Donc, on commence à avoir une connaissance rationnelle de la nature du corps, qui c'est donc aussi une connaissance adéquate. Et en connaissant que le conatus, c'est aussi une expression d'une puissance, on peut faire le lien que ce conatus doit être l'expression d'une puissance qui, en tant que telle, c'est pas fini, mais c'est infini. Et de là,
on peut revenir donc à l'idée que ces corps, ce n'est pas forcément une substance finie, mais en fait c'est un mode d'une substance infinie. Et ça veut dire connaître l'essence du corps comme une expression d'une attribut divin. Et ça veut dire avoir une connaissance intuitive du corps propre. Donc, ce n'est pas forcément l'hilaritas en tant que tel qui implique la connaissance intuitive. Je suggère uniquement que l'hilaritas peut être la condition physique présupposée pour le développement de l'intuition. Or, la limite de la démarche spinoziste, en ce moment, c'est que Spinoza nous parle de l'hilaritas, mais on ne connaît pas comment on peut la cultiver. Donc, il doit y avoir, mais comment on peut cultiver cette hilaritas? Et si il y a bien un lien entre connaissance intuitive et hilaritas, donc ça devient très important de comprendre comment cultiver l'hilaritas, parce que si on n'a pas d'hilaritas, on ne peut pas avoir de connaissances intuitives. Parce que si la connaissance correspond à un état physique, si l'état physique n'est pas là, la connaissance ne peut pas être là non plus. Donc, ce n'est pas uniquement une sorte de thème à côté dans la structure de l'éthique, mais ça devient vraiment central. Parce que pour Spinoza, le but de l'esprit, c'est d'arriver à la science intuitive, quand même. Ça, c'est ce qu'il démontre dans la moitié de la cinquième partie de l'éthique, que l'effort de l'esprit, c'est d'arriver justement à la science intuitive. Mais si la science intuitive dépend d'un état physique qui a à faire avec l'hilaritas, donc c'est vraiment pressant de comprendre comment on peut faciliter quand même cet état. Or, ma proposition, et je suis au peu près à la conclusion, est que la méthode dérivée du yoga tantrique, et donc aussi le yoga moderne, comme on le connaît, qui en fait, c'est ensuite, c'est une sorte de dérivé de cette idée, puisse être utilisée pour produire l'hilaritas. Donc, ce qu'on expérimente dans l'hilaritas, en fait, peut être aussi induit par le yoga. Et vice-versa, la pratique du yoga peut être vue comme aimer un certain état d'hilaritas. Or, si cela est posé, il y a plusieurs choses qui sont impliquées. D'abord, on peut songer à une sorte de relation ou une autre manière de comprendre la relation entre les esprits vitaux, le prana, et ce qui Spinoza appelle conatus. Donc, le conatus. Est-ce qu'on peut faire vraiment ce lien? Une autre conséquence, c'est que dans la tradition tantrique, on appelle ces sortes de blocage de l'esprit pourrait correspondre à ce que Spinoza appelle la fixation des affects, donc l'idée que toute l'énergie est fixée dans un parti. Et la question intéressante, je pense, c'est est-ce que cette idée des chakras, est-ce qu'il correspond-il au système du corps et ses constituants qui contribuent à définir la forme et la fonction du corps? Donc, quelle pourrait être la correspondance spinoziste de cette idée tantrique? Est-ce qu'on pourrait être plus précis à ce sujet, par exemple? Est-ce qu'il y a chez Spinoza une construction dans l'idée du corps qu'on peut entendre dans la même fonction que les chakras? Ou, par contre, est-ce que les chakras devraient être entendus de façon moins littérale et plus métaphorique? Donc peut-être que Spinoza peut aussi nous donner des outils pour déconstruire la façon dont on a reçu l'idée des chakras, qui parfois est vraiment très biologique, quasi biologique, mais peut-être que, voire d'un point de vue spinoziste, il devient moins des choses et plus des structures, peut-être aussi plus métaphoriques. Donc, et peut-être que ça va aussi être plus, disons, proche de la façon dont l'idée a été introduite dans les textes les plus anciens. Ça devient une question historique. Ok, donc je vais conclure avec 3 points
qui ne sont pas 3 conclusions, mais 3 points de réflexion pour un agenda de recherche qu'on peut développer ou pas. Bon, je vous donne. Donc, il y a d'abord une question théorique. Comment approfondir l'étude de la connaissance intuitive d'un point de vue kinesthétique? Ça veut dire comment on peut étudier l'intuition du point de vue du mouvement. Et aussi, vice versa. Par exemple, est-ce qu'une étude phénoménologique, par exemple de l'hilaritas, va être utile? Est-ce qu'on peut utiliser peut-être l'entretien d'explication, ou ce qu'en anglais on appelle microphenomenological interview, pour essayer d'avoir plus de données à propos de ce phénomène, que Spinoza ne décrit pas trop. Et quel serait le rapport ou la façon pour un approfondissement du lien entre intuition et mouvement? Ça, c'est la première question. La deuxième question est d'ordre comparative, pas forcément historique, mais quand même comparative. Et qu'est-ce que peut nous apprendre les dialogues entre Spinoza et les traditions du yoga au sujet de la connaissance intuitive? Je vous suggérerais qu'en fait, on peut trouver quelque chose qui semble très proche à ce que Spinoza entend pour intuition dans les traditions de l'Inde. Donc, si ça c'est vrai, qu'est-ce que peut cette comparaison nous apprendre? Par exemple, est-ce qu'une étude systématique des convergences et des divergences entre les deux systèmes peut être utile? Ou est-ce qu'on pourrait découvrir des possibilités théoriques qui sont envisagées dans une source, mais pas dans l'autre, par exemple? La suggestion que je vais vous donner, c'est que par exemple, Spinoza envisage bien l'hilaritas, mais il ne connaît pas comment on peut la développer. Peut-être dans les traditions de l'Inde, on a bien des moyens ou des outils pour développer cette idée. Et enfin, en question pratique, comment peut-on faciliter l'expérience directe de la connaissance intuitive pour mieux l'étudier? Et ça, je pense, dans les années, je me suis convaincu que si on étudie Spinoza, à un certain moment, il faut se demander est-ce qu'on prend Spinoza au sérieux ou non? Parce que, bien sûr, on peut l'étudier comme un roman ou une sorte de science fiction, ça c'est bien. Mais on peut aussi se demander est-ce que Spinoza parle vraiment de choses ou est-ce que ce qu'il est dans l'éthique, ce sont uniquement des mots? Et si on essaye de prendre Spinoza au sérieux, donc la science intuitive doit bien être une expérience que nous pouvons faire. En fait, c'est l'expérience que tous les êtres avec un esprit, en fait, essayent de faire. Donc, ça ne doit pas être trop difficile. Et donc, il doit être possible de trouver des moyens pour développer ces sortes d'expériences. Et ici, donc, la question pratique est vraiment d'envisager des pratiques kinesthétiques où on pourrait mieux étudier l'émergence de la science intuitive. Or, si on imagine que ça marche avec certaines pratiques qui viennent du yoga, certaines formes de asana, par exemple, est-ce qu'il y a aussi des autres pratiques qu'on n'a pas connectées avec la connaissance forcément, mais qu'en fait, quand on les regarde de ce point de vue, peuvent aussi être utiles? Mon but ici, ce n'est pas de dire qu'uniquement à travers le yoga, on peut expérimenter l'hilaritas. Ça, ce n'est pas le point. Le point, c'est uniquement, à travers ces comparaisons, d'avoir plus de clarté pour aller chercher d'autres outils aussi, qui peut-être sont très proches ici, chez nous, mais qu'on connaît, on ne fait pas le lien avec cette sorte d'enjeu théorique. Donc ça, c'est une question ouverte. Je pense que tous les trois sont très ouverts. Et donc, sur cette ouverture, je vous remercie. Merci beaucoup, Andrea, pour ce très bel exposé qui donne évidemment beaucoup à penser. Et une question que je trouve tout à fait essentielle
Et donc je vais peut-être vous proposer, comme ça m'arrive de temps en temps, une espèce de petite reprise générale, pas du tout de votre propos, mais du problème en lui-même, en faisant des propositions qui sont peut-être un tout petit peu différentes, ou en tout cas des suggestions. Et puis après, je laisserai la parole évidemment très rapidement, ça ne va pas durer du tout longtemps, à la discussion. Mais c'est vrai, vous avez raison, Spinoza ne connaissait sans doute rien à la tradition indienne ou chinoise d'ailleurs, du yoga, enfin du bouddhisme. Mais néanmoins, ce qui est frappant, enfin vous ne l'avez pas dit, mais tous les spinozistes le savent, mais c'est que au XVIIe siècle, il y a eu une espèce de lecture chinoise de Spinoza, qui a été très très développée, c'est-à-dire que, et puis cette vision orientaliste de Spinoza s'est poursuivie tout au cours des siècles, évidemment, particulièrement chez Hegel. Mais déjà au XVIIe siècle, vous aviez des livres qui étaient parus, ou des livres de fiction, mais où on imaginait que la philosophie de Spinoza était allée, un philosophe chinois venant en Occident découvrait qu'il y avait une sorte de sage chinois en Spinoza, et que la philosophie de Spinoza reprenait tous les caractéristiques les plus fondamentales, etc. Donc la lecture de Spinoza comme orientale, comme philosophie orientale, avec cette masse de la substance, cet amour du sage, cette éternité, cette critique de la liberté individuelle, etc. C'est une grande lecture de Spinoza. Moi, parfois, je m'amuse à dire que elle se prolonge, si vous voulez, à travers quelqu'un comme Badiou, qui aime beaucoup Spinoza, et puis qui a à côté Mao, quoi, chinois. Et donc, ça ne s'arrête pas, si vous voulez. Spinoza représente vraiment une espèce de modèle oriental, et donc je trouve ça particulièrement intéressant. Alors, l'Orient, c'est très grand, c'est très compliqué, en plus on ne connaît pas les langues, alors on a beaucoup de mal à apprécier la pertinence de ces discours. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup existé, donc il doit y avoir quelque chose chez Spinoza qui légitime quand même ce retour constant d'une espèce de vision orientale, de sagesse, tout à fait différente de l'homme occidental. Et si vous voulez, vous avez pas mentionné cette proposition, mais donc je le fais, c'est Éthique 5.39, sauf erreur de ma part. Plus nous avons d'aptitudes corporelles, la plus grande partie de notre corps est éternelle. Il dit quelque chose comme ça, je ne la sais pas exactement par cœur. Et donc, où il établit justement un parallèle typiquement oriental, si vous voulez, entre les aptitudes du corps et celles de l'esprit. Alors que la tradition chrétienne, c'est le contraire. Il faut au contraire humilier son corps pour développer son esprit, ou humilier son esprit pour développer son corps. Et Spinoza dit non, ça va aller en parallèle. Plus j'augmenterai ma puissance corporelle, plus une grande partie de mon esprit sera éternelle. Donc vraiment, il y a vraiment une dimension orientale en ce sens-là, si on veut, chez Spinoza. Et donc c'est très bien que vous ayez apporté tout ça, on va en discuter. Moi, c'est une question alors, vous l'avez pris sous l'angle, si vous voulez, de la recherche d'une espèce de disposition corporelle, c'est-à-dire il faudrait arriver à mettre le corps dans une certaine disposition, je dirais un certain équilibre, moi c'est le mot qui me viendrait le plus, hein. Les Anglais diraient poise, une espèce d'équilibre parfait, où toutes les parties du corps sont également affectées, et à partir de là, on aurait une âme qui elle-même pourrait donc développer une sorte d'équilibre équivalent et ensuite accéder à la connaissance du troisième genre. Alors ça, on va en reparler, mais je voulais juste, puisque l'occasion se présente ici, faire une suggestion très légèrement différente et qui est purement hypothétique, mais c'est une idée qui me travaille depuis très très longtemps, si vous voulez. Et puis Matron, c'est vrai, a beaucoup parlé de ça aussi. Est-ce que nous avons différents régimes d'activité ? Je ne parle pas de disposition intérieure, là je parle vraiment de mouvements, et je dirais même de mouvements sociaux. Alors, l'idée qui me viendrait, enfin en vous écoutant, c'est la chose suivante. Il y aurait un premier niveau qui correspondrait je ne sais pas si c'est exactement votre tableau, mais enfin on en reparlera, qui correspondrait au premier genre de connaissance et que Matron, que beaucoup d'auteurs, qualifieraient d'une loi imposée. On pourrait dire par exemple la politesse qu'on apprend aux enfants. Ils doivent dire bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur, etc. Et donc vous avez des mouvements contraints, des mouvements autoritaires, vous obéissez à des mouvements
dont la source est extérieure à vous-même. Alors Spinoza a un peu a théorisé ça aussi, divers degrés d'obéissance. Hein. Donc vous obéissez dans un premier temps à un ordre extérieur que vous n'avez pas à discuter. Et ça, si vous voulez, ça serait, on pourrait dire, des sociétés théocratiques. On obéit à la loi, on n'a pas à discuter la loi, on se plie, on fait les gestes qu'il faut dans les cérémonies. Bon. Après, à un niveau supérieur, vous auriez peut-être les sociétés du contrat. C'est-à-dire, vous allez toujours obéir à une loi, mais une loi que vous aurez signée de votre main. C'est-à-dire la démocratie, par exemple. Et là, vous allez faire d'une certaine façon la même chose. C'est-à-dire que vous allez obéir à la loi quand même, mais c'est une loi que vous avez vous-même votée, donc on ne vous a pas imposée, à laquelle vous consentez. Hein. Donc c'est une obligation consentie, c'est quelque chose d'un peu bizarre, mais ça existe quand même, comme un mariage, vous voyez, et non pas un joug, comme dit Spinoza, qui relie deux bœufs. Hein. Là, c'est un mariage, on dit oui, on est d'accord, et donc là, on a un autre régime d'activité corporelle, c'est-à-dire, je dirais, il est quand même plus délivré. Et alors, le troisième, voilà. Je me suis longtemps demandé ce qu'on pouvait imaginer, et donc, ma proposition serait la suivante, donc on va en discuter. Hein. Quels sont les mouvements qui font qu'on dépasse ce niveau d'obéissance à la règle, même consentie? C'est-à-dire, je crois que quand on y réfléchit bien, ce sont des moments d'innovation sociale. C'est-à-dire, par exemple, dans une société, dans un cercle d'amis, vous allez dire la chose qui est inattendue. Vous allez faire le mouvement qui est inattendu. Dans un dîner avec une femme que vous aimez, vous allez dire les bonnes paroles, faire le bon geste, qui n'était pas prévu, qui n'était pas appris, etc. Et donc c'est cette capacité d'introduire du véritablement nouveau, donc sous la forme de la séduction, sous la forme de l'humour, c'est-à-dire sous la forme de l'esprit, parce que l'esprit spiritus, l'Esprit Saint, c'est ce qui fait descendre, si vous voulez, la nouveauté sur le monde, c'est-à-dire l'humour, c'est-à-dire le fait de synthétiser toute une situation, ce que Pascal aura appelé l'esprit de finesse, et de dépasser cette situation par un trait d'esprit, par un mouvement inattendu qui renverse la situation à votre avantage, au contraire à votre désavantage, etc. Donc, donc, à ce moment-là, on pourrait penser, si vous voulez, on pénétrerait dans ce qui est typique de l'Esprit Saint. Et si on le rapporte au personnage principal qui intéresse Spinoza dans cette affaire, on dirait que le modèle de cette affaire-là, ça serait le Christ. C'est-à-dire celui qui en permanence peut apporter du nouveau dans une situation, etc., par les mouvements de son corps. Et donc, en fait, ce troisième état, ça serait l'état des miracles. Hein, et non pas de l'obéissance à la règle, mais du miracle, ou du trait d'esprit, ou du trait d'humour. Alors, dans quelle société on vit sous le régime du miracle? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. La proposition que je pourrais faire, c'est la société vers laquelle on va peut-être, c'est-à-dire la société de la surpuissance des corps, c'est-à-dire la société du transhumanisme, où on marchera tous sur l'eau, on multipliera tous les pains, on sera tous drôles, on aura tous le don des langues, etc. Quand on aura un corps augmenté suffisamment par toutes les prothèses, toutes les manipulations, tous les vaccins qu'on peut imaginer, etc. Et donc, on pourrait imaginer une société de Christ, c'est-à-dire de gens qui marchent sur l'eau. On n'en est pas très très loin, hein, mais on n'y est pas encore. Évidemment, on serait immortel, ça va de soi. On peut aussi penser à la fin des particules élémentaires de Welbeck, c'est-à-dire un passage hors de l'humanité dans une espèce de dépassement de la société, de dépassement de la loi, dans une espèce de liaison de tous les hommes ensemble, vous voyez. Et donc là, ça me permet d'imaginer, si vous voulez, trois types d'activités et trois types de sociétés, le dernier n'étant pas une société, à vrai dire, mais au-delà de la société, si on veut. Donc ça ne retire rien du tout à ce que vous avez dit, parce que vous avez plutôt cherché des états intérieurs qui correspondent à des pensées ou à des dispositions intellectuelles. Et moi, ce que j'ai voulu apporter en complément, en quelque sorte, c'est des propositions sociales, en quelque sorte, vous voyez. Obéir comme un enfant, obéir comme un mari à sa femme, et ensuite marcher sur l'eau. Je ne sais pas, ce que vous ferez de ça. Est-ce que vous avez envie de répondre quelque chose? Oui, c'est ça, c'est très intéressant en fait. Oui, c'est vrai, je n'ai pas pris en compte la dimension sociale et en fait, je suis d'accord, je le trouve très intéressant. Pour ce qui concerne le mouvement d'innovation, j'aime bien penser que Christ c'est une sorte d'humoriste. Oui, ça devient ça, c'est intéressant. Mais en fait, avant de faire ce lien entre l'hilaritas et le yoga, dans ma
proposition initiale, quand je vous ai envoyé le titre pour cet exposé, en fait, je pensais de me plonger sur quelque chose qui n'a rien à faire avec l'Inde, mais avec l'improvisation, en fait, parce que ça, c'était aussi mon champ de recherche pour cette idée. Donc, je me suis occupé un petit peu d'improvisation. Tout à fait. Et là, je vois bien que, c'est que j'ai remarqué aussi dans mon expérience, qu'il y a toujours un niveau, un fait d'activité que c'est imaginatif ou théocratique, c'est un focusé. Il y a bien un niveau d'intégration rationnelle, donc on a des règles, mais il y a toujours ce petit écart où on introduit quelque chose qui n'est pas attendu. Et Voilà. ça, c'est la véritable improvisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas planifier. Donc, ça devient vraiment la sorte d'intuition. Et ça, c'était un peu mon arrière-pensée quand j'étais en train de développer cette idée. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas trop tellement optimiste sur la société transhumaniste, mais ça, c'est une autre chose. Mais quand même... Bon, ça serait... Bon. Non, mais merci beaucoup pour ce mot d'improvisation, et en effet que je n'ai pas prononcé, mais qui était derrière tout ce que je pensais. Ouais. C'est-à-dire ce moment où on fait basculer quelque chose d'un point de vue original, inattendu, nouveau. J'ai parlé de séduction, j'ai parlé de traits d'humour, mais l'improvisation, bien sûr. Je ne sais pas si vous êtes musicien vous-même. J'étais. Voilà, moi je suis un peu musicien moi-même, il y en a d'autres dans la salle. Donc l'improvisation comme connaissance du troisième genre, ben, ça serait pas mal. C'est des mouvements réglés au fond, mais nouveaux quand même. Ouais. Voilà. Évident pour tous les gens qui écoutent, c'est ça qu'il fallait faire à ce moment-là, etc. Oui, c'est ce que Pascal appelait l'esprit de finesse. C'est-à-dire le fait que vous êtes dans une société, tout est compliqué, toutes les relations sont compliquées, il y a des hiérarchies, il y a des amours, il y a des haines, etc. Et vous arrivez là-dedans à dire la chose qui convient à la bonne personne, sans vexer personne, en vous mettant en valeur, en faisant du bien d'une certaine façon. C'est un peu un travail d'improvisation. Alors, est-ce que nous avons des remarques ou des questions Mario Donoso. Merci beaucoup Andrea pour ton exposé. Je voudrais prendre la parole pour te poser une question sur une notion que tu n'as pas évoquée, mais que je pense qui est très présente dans ton exposé, et qui est la notion de pratique. Je viens de travailler récemment sur l'histoire de la sexualité de Foucault. Je pense que cette notion de pratique est liée, tel que Foucault l'a fait, à la médecine ancienne, aux médecins grecs, romains, est très intéressante pour penser cette dynamique du corps et ses rapports au corps, pour trouver un équilibre. Et je pensais notamment à deux choses. Je voulais savoir ce que tu penses par rapport à ça. La première, c'est comment, à partir de ces pratiques, on peut développer des images du corps, une certaine connaissance du corps. Foucault en parlait à propos des Galiens. Quand Galien décrivait l'imagination débordée du corps, surtout par rapport au plaisir et au désir, la question foucaultienne dans cet ouvrage, comment le corps était donc, possédé par une sorte de déséquilibre très fort, et qui lui poussait à représenter toutes les choses à partir de ses plaisirs. Donc il était d'une certaine manière complètement déséquilibré par rapport à ça. Et comment tout un travail sur le corps permettait de rééquilibrer ces rapports entre le corps lui-même et les idées et les images qu'il produit sur lui et sur le monde. J'ai trouvé ça très intéressant. Et la deuxième remarque, c'était ce que Foucault appellerait, à partir de ça, le travail sur le corps et le travail sur l'âme. Et comment, il les prend encore une fois des Galiens, c'est très intéressant. Et ce qu'il va parler, il va appeler la loi du corps. Comme s'il avait une loi dans le corps, mais cette loi n'est pas donnée, elle n'est pas une loi transcendante. On ne peut pas la deviner. Tout ce qu'on peut faire, c'est la trouver. Et qu'on va la trouver à partir de la pratique elle-même. Donc la pratique va donner au corps sa propre loi. La loi va apparaître uniquement dans la pratique elle-même. Donc je voulais te demander un peu sur cette notion de pratique, comment tu fais les liens avec les yogas que tu nous as exposés, qui étaient très intéressants, et aussi Spinoza. Oui, merci beaucoup. En fait,
je commence par la deuxième. Cette idée de pratique qui se développe à partir du corps, on la trouve très bien aussi dans le traité du yoga de l'âge moderne en Inde et aussi du Moyen-Âge. Parce qu'en fait, on voit bien qu'il n'y a pas trop. Ces traités ne sont pas trop beaux à lire dans le sens qu'ils sont vraiment des listes, souvent des exercices ou des thèses. Aussi parce que ce n'était pas conçu comme des textes en fait, mais c'était plutôt une sorte de note d'enseignement. Donc, mais ça c'est à côté. Mais on voit bien qu'il y a très peu de théorie et beaucoup de pratique en fait. Donc la théorie c'est aussi quelque chose on regarde comme un élément de division entre les écoles. Donc quand on présente des résultats, on essaye d'y mettre le moins de théorie possible et uniquement une théorie qui peut-être peut être compréhensible aussi aux autres parce que l'Inde c'est aussi immense. Donc il y a une infinité d'écoles différentes. Donc si on veut communiquer ce résultat, on doit le faire de façon que c'est intelligible pour les autres. Et on voit bien qu'il y a certains éléments qui vont s'affirmer dans l'histoire. Donc il y a certaines idées qui vont être développées et restent toujours présentes. Par exemple, l'idée qu'il y a de sortes des énervatures qui conduisent les esprits vitaux, le prana, on les appelle nadi. Cette idée, ça va être développé de façon très différente par des écoles différentes, mais ça reste une sorte de données acquis. Et ça, c'est pas basé, c'est pas déduit a priori. Et c'est pas quelque chose qu'on peut voir en faisant une dissection du corps. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient probablement de l'expérience de ces gens qui vont faire de ces pratiques. Et ça va être reproduit par différentes écoles. Et au fur et à mesure que ça s'avance dans l'histoire, ça va rester un da acquis, une sorte de données acquis. Et on voit aussi donc que pour ce qui concerne la première question, si on regarde aussi les images qui sont produites en Inde sur le corps, on voit que vraiment tout le monde de l'esprit, c'est en fait inscrit dans le corps. Il y a probablement, il n'y a pas de partie du corps qui n'a pas une sorte de significat symbolique. Donc, toute partie du corps, c'est un symbole de quelque chose. Les chakras, par exemple, sont peut-être sont la chose la plus évidente. Chaque chakras peut être, par exemple, associé à un élément de la nature, par exemple l'eau ou le feu ou quelque chose d'autre, mais aussi à des états émotionnels donc, et à des divinités. Donc, il y a tous les niveaux. Il y a le niveau physique, il y a le niveau psychologique et il y a le niveau aussi religieux ou divin. Donc, et ça, ce n'est pas uniquement une association. On conçoit des pratiques où, en fait, on se convainc, on fait un effort de se convaincre qu'en fait, dedans cette sorte de, je ne peux pas dire partie du corps parce que ce n'est pas vraiment uniquement physique, donc c'est aussi un peu ambigu ici, mais dedans ce centre, il y a vraiment la superposition des différents niveaux de sens. Donc, le physique, le psychologique et les religieuses ne sont pas trois niveaux différents, mais en fait sont intégrés dans le même. Et ça, c'est une attitude typique de la culture indienne qui ne vise pas à distinguer les niveaux, mais quand même à les multiplier, donc dans une sorte de résonance infinie. Et on le voit aussi justement dans les images. On peut le lire dans les textes, mais on le voit aussi dans les images. Et on trouve dans cette façon une sorte d'anatomie psychosomatique religieuse, je ne sais pas comment l'appeler, qui c'est vraiment va un peu dans la direction de ce que Foucault pouvait trouver chez Galliam, en fait, de façon beaucoup plus remarquée. Donc, ouais, c'est la cour. La réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, au fond, oui. Vous pouvez vous présenter vous-même, enfin dire qui vous êtes, oui. Oui, je suis Laurent Martinet, donc je travaille sur ce truc-là depuis longtemps, mais pas inscrit quelque part. Et j'ai
j'ai une suggestion de mouvement qui correspondrait à une connaissance du troisième genre à vous faire, dont je suis assez sûr. C'est la natation. Vous parlez de marcher sur l'eau tout à l'heure. La natation, oui. La natation, c'est une forme de marche sur l'eau. Parce que c'est la seule façon qu'on a trouvé d'avancer sur l'eau. Et c'est également un mouvement qu'on apprend par imitation, mais pas seulement. Il faut trouver sa propre technique de flottaison. Chaque corps est différent des autres. Notre corps est unique. Donc on apprend à trouver notre propre technique de flottaison en nageant. Et en natation, chaque partie du corps compte. Chaque détail, la position des doigts, la position de la main, du poignet, de la cheville, de la tête, pour améliorer la glisse, la façon d'avancer, chaque détail du corps compte. Ça, c'est si amusant à pratiquer et à travailler. Et dans votre tableau, en fait, il faudrait faire repasser, il me semble, tout ce que vous avez mis là, dans les mouvements qu'on a pris par répétition, marche, s'asseoir, se bouger dans sa maison. Pour moi, ce sont des mouvements qui peuvent être très bien également pratiqués de façon troisième genre de connaissance. On appelle ça dans cette culture New Age dont vous avez parlé en conscience. Ce que je mettrais moi dans cette colonne, mouvement lié au premier genre de connaissance, c'est tous les mouvements de fuite, de peur, de défense, les mouvements de défense par une agression venant de l'extérieur. Tous les mouvements qu'on fait qui sont des mouvements actifs, une marche par exemple, même si c'est chez soi, ce sont des mouvements qui sont déjà possiblement liés à un troisième genre de connaissance. Donc, plein d'exemples à mettre dans votre case avec point d'interrogation. Et j'ai aussi pensé, pardon, à la santé de Spinoza si fragile, et au fait que lui, apparemment, il n'a pas pu ressentir tellement dans son corps, ni plus ou moins cette allégresse, puisqu'il a une santé de merde tout le temps, en fait. Et justement, il a pu imaginer ce que c'était d'avoir une bonne santé, peut-être. Voilà, quelques... Ce que je tenais à dire, oui, ça rentrerait bien ici à la question, j'en suis sûr. Ouais. Merci. Allez-y. Ouais, sur la dernière question, je pense que Spinoza, c'est pas Nietzsche, dans le sens que si il a vraiment... C'est pas Nietzsche. C'est pas Nietzsche. Ah oui. Parce que dans le sens que s'il a vraiment écrit l'éthique, la cinquième partie de l'éthique, pas uniquement comme une déduction, mais comme une sorte de rapport de sa propre expérience, il doit quand même avoir eu une sorte d'expérience aussi physique, parce que sinon ça n'était pas possible. Donc c'est vrai que cet état de santé, c'était pas bon. C'est là qu'il y a cet équilibre, parce que le yoga ne fait pas tellement référence à nos capacités intellectuelles, alors que chez Spinoza, les capacités intellectuelles sont primordiales. Et son amour intellectuel de Dieu, c'est un amour intellectuel. Et c'est là qu'il nous semble aussi un peu inaccessible, Spinoza. Par le yoga, on a un espace de pouvoir peut-être ressentir les choses dont il nous parle. Par contre, quand il nous parle de ce chemin du sage qui est si rare et difficile, et qui, moi personnellement, me semble tout à fait impossible, de ressentir ce que intellectuellement il a pu comprendre et ressentir. Ça me semble être la voie bloquée de l'éthique. Ouais, et ça, c'est en fait, il y a plusieurs gens, plusieurs lecteurs qui ont en fait oui, bien sûr. ont pris cette décision. Pour ce que vous avez dit à propos de marcher, de s'asseoir, bien sûr, parce que, et ça c'était ce que je disais aussi au début, on ne doit pas voir forcément les trois genres de connaissances comme quelque chose qui est totalement distingué l'un des autres. Donc le même mouvement, probablement, peut être quelque chose qui revient de l'imagination ou peut être transformé dans quelque chose de rationnel et pourquoi pas aussi dans quelque chose d'intuitif. Donc c'est pas forcément... Mon exemple, c'était justement pour poser quelque chose comme une sorte justement d'un exemple, mais ça va pas peut-être forcément dire qu'on ne peut pas avoir un marché intuitif. Mais c'est pas évident de comprendre ça dans le cadre de l'interprétation classique. En fait, Spinoza, il a quand même cette connaissance du premier genre que l'on quitte à un moment. Non, je pense pas. En fait, la connaissance du second genre est quand même définie comme une rupture par rapport à la connaissance du premier genre. Même si on ne passe pas complètement dans le second genre, il faut rompre avec le premier genre. Alors que je pense effectivement, comme vous, qu'il n'y a pas de rupture. La rupture est impossible. Non. Mais c'est pas une interprétation qui est tellement courante. La continuiste des genres de connaissances, c'est pas si courant. Non, vous avez raison. Je suis un continuiste, donc voilà. on est d'accord. Continuiste.
Oui, je pense qu'en fait, il y a une différence qualitative entre les genres de connaissances, mais comment dans notre expérience quotidienne, on a plusieurs expériences différentes en même temps, pourquoi pas, on ne peut pas avoir de différents genres de connaissances en même temps. Donc, bon, continuité en ce sens. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les genres de connaissances. Ils sont bien différents, mais ils peuvent être aussi supercomposés, par exemple. Ouais. Monsieur Roche. Justement, à ce sujet, vous disiez dès le début de votre intervention qu'on peut avoir donc ces trois genres de connaissances en même temps. Alors, je voudrais juste qu'on essaye de lever un doute, parce que c'est une question à laquelle je suis très attaché en fait, de savoir si vous pensez que la connaissance donc du premier genre, puis la raison, puis la connaissance intuitive. Alors je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ça, mais bon, préexiste en nous. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Est-ce que vous voulez dire que sans forcément faire l'effort enfin, le chemin dont parlait monsieur pour aller donc du premier au deuxième et puis du deuxième au troisième, en rappelant toutefois que Spinoza insiste bien sur le fait qu'on ne peut pas accéder au troisième genre de connaissance sans en passer par le deuxième, il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, pour revenir à ma question, pensez-vous que ces trois genres de connaissances préexistent en nous? Ça, c'est un premier point. Et d'autant que vous avez beaucoup insisté sur les mots de reconnaissance. Vous disiez tout à l'heure, ce que je connais selon le troisième genre est une reconnaissance de ma conscience, donc la conscience au sens finalement yogiste, si on peut le dire comme ça, ou ce dont Spinoza parle en tant que substance. Voilà, pour moi tout ça c'est encore un petit peu flou. Et puis vous citiez aussi cet ouvrage dont je ne connais pas l'auteur, donc le corps de la reconnaissance de soi-même. Donc vous employez encore le mot de reconnaissance. Y a-t-il quelque chose dans votre exposé de cet ordre-là? Ouais. Donc sur le premier point, je vais faire un exemple, parce que c'est plus simple. Donc je vois bien qu'il y a cette table ici, et je perçois les tables par la touche, par exemple. Donc, je ne connais pas le sens du table, et je ne connais pas le sens de mon corps en ce moment. Donc, j'ai une imagination, j'ai une image du table. Je vois que c'est blanc, ça a cette température, par exemple. Ça, c'était l'imagination. Mais en même temps, si je réfléchis sur cette image, qui par soi ne me donne pas accès à une connaissance adéquate, je vois que si je suis affecté par les tables, je dois connaître que les tables s'est étendu. Ouais. Parce que autrement, je ne pourrais pas le toucher. Et si les tables est étendues, mon corps aussi est étendu. Donc, il y a au moins cette propriété commune entre les tables et moi-même qui s'est étendue. Or, cette propriété commune, je ne peux pas la concevoir de façon partielle, parce que l'étendue, c'est toujours le même. Donc, ça, c'est un étendu différent, un mode d'étendue différent de mon corps, mais quand même, la propriété, la qualité étendue, c'est la même. Donc, en même temps que je connais la table comme une image, je connais aussi l'étendue dans la même expérience comme une propriété commune de façon adéquate. Et si je réfléchis sur la nature de l'étendue, je vois bien, ayant lu Spinoza, ça aide, que l'étendue doit être aussi un attribut d'une substance infinie. Donc, la table et mon corps sont deux modes. Donc, dans l'idée de l'entendu, j'arrive immédiatement à l'idée de Dieu comme substance de moi-même et de la table. Et si je m'interroge sur qu'est-ce que c'est cette chose qui connaît la table et mon corps, donc sous mon esprit, je vois que ça revient à un autre attribut, donc la pensée, et le même, ça va s'appliquer aussi sur la pensée. Et donc je vois que la chose qu'il connaît, c'est aussi une expression de la même substance. Et donc, je connais que
mon essence, c'est d'être cette expression. Et cette expression de cette chose infinie, que c'est Dieu. Donc vous reconnaissez l'expression de ce que de vous-même Ouais. à travers cette expérience-là. Ouais. Donc c'est tout de même quand même, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais une reconnaissance. Pour moi, je dirais c'est une sorte de zooming out. On enlarge le champ d'observation. Mais si vous voulez, on peut aussi... les auteurs qui nomment l'idée de reconnaissance, Pratyabhijna, ça veut dire vraiment reconnaître différemment, parce qu'on est déjà quelque chose et on doit uniquement se rappeler qu'est-ce qu'on est. On ne trouve pas exactement cette structure chez Spinoza. Oui. Mais on peut, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de construire un possible méditation spinoziste, donc en m'appuyant sur des exercices de méditation, souvent aussi de cette tradition ici, pour voir comment on peut traduire la métaphysique de Spinoza dans une pratique de méditation. Et ça marche un petit peu comme je viens de le montrer. Donc c'est en fait toujours un parcours de faire un pas en arrière par rapport à l'affection immédiate. Ah, un pas en arrière. Pas en arrière. Est-ce qu'il voudrait dire éventuellement, si je peux me permettre, Ouais. que l'hilaritas, qui serait donc cette disposition idéale du corps pour atteindre finalement le troisième genre de connaissance, finalement une expérience de la liberté Ouais. et du mouvement, Ouais. de son propre mouvement, Ouais. pas de n'importe quel mouvement. Ouais. Est-ce que si on suit un petit peu ce que vous dites à l'instant, on ne pourrait pas dire que toute altération ou tout affect qui viendrait nous modifier, donc d'un même mouvement, l'esprit et le corps, c'est pas tant contre ça qu'on lutte et qu'on perd le mouvement, mais peut-être dans notre idéal de récupérer la configuration initiale. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et la chose qui rend ça difficile, c'est qu'évidemment, le corps, ce n'est pas en substance, donc il n'y a pas une configuration initiale dans la vide. On est toujours affecté. Ouais. Donc, ce n'est pas forcément... ici, on pourrait parler du corps de l'enfant, et ça devient une autre question très importante. Mais je donne la parole à madame qui a demandé juste une réflexion. Ce que je trouvais frappant dans ce que vous venez de dire là, c'est que monsieur Andrea nous a fait en quelque sorte toucher du doigt, ou vivre, c'est assez amusant d'ailleurs, cette proposition de Spinoza bien provocante qui est Dieu et son éternité sont connus de chacun, sont connus de tous. Donc il suffit que je touche une table pour que si je réfléchis un peu, je retrouve Dieu dans la table, dans moi-même et puis dans le monde. Donc en fait c'est facile le troisième genre. Pour répondre un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, si on prend. Et j'ajouterais juste pour terminer là-dessus, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit peu de platonisme chez Spinoza. C'est-à-dire qu'il y a bien la référence de la conversation notée par Tschirnhaus, où il disait, ou sous Leibniz, je ne sais plus, il avait dit que les âmes allaient de corps en corps. Et donc là, on retrouve, on se souvient. Ce qui va très bien avec une philosophie de l'éternité, parce qu'il n'y a rien qui a commencé. Donc, hein, bon, voilà, alors madame, je vous laisse. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de poser des questions en anglais? yes, of course. Oui, vous parlez très bien français, mais allez-y quand même. Non, Présentez-vous, dites qui vous êtes d'abord, oui. Merci. So I'm Anna Beria. I'm a PhD student at Kingston University, London. I work on Spinoza and Hegel and Marx and the question of the absolute. Mm-hmm. Thank you so much. So I have two questions. One is connected to freedom, and another to the social aspects that maybe also like what you talked about. And so you, in your presentation, you described or defined freedom as not depending on anything other than oneself for existence. Mm-hmm. And so in a way, this should be something that is achieved in third kind of knowledge as well as in tantric yoga, for example, that you mentioned, right? Mm-hmm. So, and after talking about the yoga, you talked about connaissance de son corps comme la substance divine, and that would be in a way freedom.
because it would be knowing yourself as something that is not depending on anything other than yourself, as I understood, right? So my question is, how do you connect this precisely to the infinite, to the question of the infinity, and knowing yourself as in a finite body as the infinite substance, right? So like, what is this this jump almost, right, of the third kind of knowledge in Spinoza? Is that the jump that is like, is that how freedom is defined? Like, is that the definition of freedom, or like what for the free movement in a way? And this can be connected, I think, to the social part, because if we talk about the first kind of knowledge as this theocratic society of obedience, for example, and or I don't know, like maybe Jewish law in opposition to Christian law, which could be like something, I don't know, interesting in Spinoza. And the second kind of knowledge as democracy, where we talk about what could be the third kind of knowledge, like the society of third kind of knowledge, and that needs to be a free society in a different manner from the second kind of knowledge, right? So, and if we define this freedom in that way, why would that necessarily give us something of innovation or something of new? I wonder, isn't it more connected to every subject acting in this way? So is it like very subjective definition of? So does the third kind of knowledge of society does it have to be some? You know, it cannot be defined really, but through defining each and every subject as a subject of the third kind of knowledge, and then them collecting almost externally together, which is not a great, basically like that. This is my question, but also in connection to that, can we then say acting without thinking that there is something external to yourself that is acting, right? And that is not necessarily improvisation, or not necessarily connected to the new, but more connected to acting without authority, which could be interpretation as well. So I know that this is like actually two questions only. So freedom, infinity, and then in connection to that, like social aspect and interpretation maybe. And yeah. Shall I reply in English? Of course. as you prefer. Yeah. I really understand French. Okay, thanks. So when I was mentioning freedom here, it was more in the sense of the definition of freedom in the first part of the Ethics, where Spinoza defines God's freedom. Because there is a freedom of God that is unique to God and human being cannot reach. And that's also a bit Spinoza's point, that only God can be free in the sense of not depending on something else. And I pointed that out just to make the connection, because in the Tantric tradition, they really define consciousness as supremely free and independent, in using almost the same wording that Spinoza uses to describe substance. So I wanted just to point out that what it's called consciousness, for Spinoza's definitions, would be qualified as substance. So, and it's also true what you say, that in 99% of yoga traditions in India, until the 20th century, liberation is an individual thing that has to do with some sort of, seclusion from the rest. Yoga is born as an ascetic practice, after all. It's a very Christian idea, the idea that we all as a folk, as a people, got liberated. This is really Christian or Jewish. But for yoga traditions, usually is someone who does something that gets liberated. And maybe they can help others do the same, but it's done one by one. And liberation usually is getting out of here. And here, for the yoga tradition, is samsara, is the round of rebirth, right? So this is not necessarily something that matches onto Spinoza, because, and this is also what I try to do in the book, is not to make Spinoza into an Indian, but also to use Spinoza to criticize certain elements in the tradition. For him, he realized at some point, without a social infrastructure, there cannot be any freedom. So the social infrastructure is more substantial in the sense of importance for developing freedom than usually is recognized in Indian traditions most of the time. Because also there cannot be jumped from the first kind of knowledge to the third, right? You have to go through the You need the second. Kind of knowledge. Yes, exactly. So
So to say that then the freedom that applies to modes has to be conceived differently from the freedom of God, although dependent on it. And I think what Spinoza suggests is that the freedom of the modes is activity. So it's being mostly active, although you'll never be fully 100% active. So increase the degree of activity. And intuitive science is the way in which the mind becomes more active. So in that sense, I would nuance, what I want to say, I would nuance the way in which you can apply the definition of freedom as self-independence to particular modes. I think that when we move to modes, freedom has to be reconceived from the point of view of modes that are dependent things and not independent ontologically. So what concerns the social equivalent, so this also becomes very important. So we've mentioned improvisation. And listening to you now, I was thinking, oh, maybe the third kind, the society that is more ruled by third kind of knowledge would be an anarchic society in the literal meaning of anarchism, so archos. So a society where there is no arche, when there is no hierarchical principle that steers. Because that's actually, I mean, anarchy can be interpreted in many different ways. There are many forms of anarchism. Some of them go in a certain way, others go in another way. Of course, I don't think that Spinoza himself would like this sort of conclusion, because if you read the political treatise, is not really going toward anarchism. Well, who knows? You know. It's also, can I come to a small comment? Go ahead, It's go also ahead. interesting because on the other hand, in Deleuze, for example, interpretation, right? It's not you. If you have an anarchic society, even there is no way for a child, for example, to be born and be having certain kind of knowledge right away, right? So it has to be a subjective journey. So that's what I want to kind of like. I'm trying to reconcile with the social aspect. Like, how can we talk about this kind of society if it is necessarily also a very subjective journey? So it has to be like a society of, in a way, of this overman, right? In a way, people who have achieved, like it's this specific subjects. With or without, like whether there is like a social law or not. That's it's more. I don't know. Yeah, it's more internal, I guess. And keep going along with what you're saying, then that shows the difficulty and the needs for transition shows that probably in the same way in which you cannot, or at least you can have kinds of knowledge that just are layered on top of each other in the same individual. You can also have a society that doesn't have fully rational, fully imaginative, or fully intuitive, but probably different layers in society work predominantly based on a different kind of knowledge. And that is exactly what Spinoza also says in the fifth part, right? When he says that because we are mortal, we can never actually completely overcome the first kind of knowledge, because of the body will be affected, definitely. Like, you know, it is never a completely overcomable. So probably it's like definitely like we're modes together. That's why the free man is an hypothesis in the fourth part. But it's like it is possible to grasp the infinity through the finite, right? That's why it's not an opposition of finite and infinite. That's like Thanks. Juste un mot comme ça en passant. Merci pour ces interventions très intéressantes. Et puis je poursuis d'un mot là-dessus. Spinoza est peut-être plus anarchiste qu'on ne le croirait, même si dans le traité politique, il a surtout essayé de construire des sociétés impossible à renverser, inébranlable, durable jusqu'à l'éternité. Néanmoins, il est anarchiste en un sens très particulier, c'est qu'il reste immanentiste en matière politique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur sur lesquelles une société doit se modeler, sauf le compte. C'est ma théorie, c'est la mienne. C'est ce que je crois lire chez Spinoza. Il le dit très clairement dans le traité politique, c'est seul le nombre de citoyens fait le droit et la loi. Et donc, ça veut dire que fondamentalement, aux yeux de Spinoza, un régime politique quel qu'il soit ne peut jamais être totalement fondé. Il est toujours suspendu à un changement, à une autre décision, etc. Et donc, il y a un fondamental anarchisme dans la position immanentiste de Spinoza et la position démocratique. Et d'ailleurs, c'est un rapprochement que je m'amuse à faire de temps en temps, c'est très proche de ce que pense Rancière. C'est-à-dire, on ne peut pas fonder un régime politique. Un régime politique est toujours sur fond d'anarchie. Et c'est une décision d'être démocrate ou d'être autre chose, mais fondamentalement, on ne pourra jamais
légitimer totalement un régime politique, quel qu'il soit. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez déstabilisant et d'assez anarchique, si on veut, dans son principe. Autre question? Autre remarque? Oui, monsieur? Il y en avait deux. Alors, Nicolas alors, monsieur, dites qui vous êtes, et puis voilà. Je suis Constant Cotin, je suis un jeune étudiant, enfin débutant en philosophie. Très bien. Et en fait, j'avais une question par rapport au yoga, au fait de nettoyer les entrées pour le souffle de l'esprit. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a quand même un aspect de nescience au-delà de juste de la connaissance, aussi qui permettrait d'accéder aux troisième connaissances dans le sens où il faudrait nettoyer les précédentes connaissances, la raison et l'imagination. Chez Spinoza. Chez Spinoza, et dans aussi, et est-ce que cette notion de nettoyage peut aussi être un nettoyage de précédentes connaissances? Oui, bien sûr. En fait, on a parlé maintenant de la question plus physique, mais si on lit Abhinavagupta, qui c'est un des plus importants philosophes indiens en fait, de tous les âges, il se pose ces questions. Il dit, mais bon, l'illumination, c'est cette reconnaissance intuitive immédiate que je suis la conscience de Shiva. On ne peut pas l'achever, elle arrive. Donc elle a le point d'écrire un livre de 1000 pages sur le rituel. Parce que ça, c'est aussi ce que Abhinavagupta a fait dans le Tatraloka. Et il dit, bon, on peut bien avoir cette intuition, réalisation de façon immédiate, et on ne peut pas l'apprendre, mais cette sorte de révélation va être tant plus possible à arriver quand on est libre des idées inadéquates. Et la fonction de la raison, il utilise le mot tarka, qui en sanskrit, ça veut dire raisonnement aussi. La fonction de la raison, c'est vraiment de déconstruire notre connaissance, qui nous empêche de reconnaître ce que nous sommes. Donc en fait, la démarche de l'enseignant, la démarche de la doctrine aussi, c'est de montrer à l'élève, en fait, toute la série d'idées inadéquates qui lui empêche d'achever cette sorte de réalisation immédiate. La réalisation immédiate, ça va arriver de toute façon, de façon immédiate, mais quand même, il faut faire un travail de préparation. Et le travail de préparation, c'est fait par la raison, par les bons raisonnements. Et en fait, ça c'est aussi la raison pour laquelle cette sorte de tradition de la reconnaissance s'appelle aussi le chemin le plus simple. Parce qu'il ne faut pas faire trop d'efforts, il faut justement se libérer des préjugés. Et si on regarde l'éthique c'est aussi un test polémique. Parce que, bien, Spinoza veut bien démontrer des choses, mais si on regarde les polémiques qu'il fait, ils sont deux polémiques dans l'éthique. Le libre arbitre et la substantialité de l'homme, qui sont en fait les deux aspects de la même thèse, parce que la substantialité de l'homme, c'est justement la version ontologique du libre arbitre. Dans la même façon que je m'imagine être libre et pouvoir décider de mes actions, mais j'imagine aussi ontologiquement indépendante des autres choses. Et la déconstruction de ces deux préjugés, en fait, c'est faite par la raison, à partir de la méthode géométrique. Ça, c'est aussi l'idée d'utiliser la méthode géométrique, parce que ça nous force à voir les conséquences de prémices que nous n'utilisons pas de façon correcte. Donc, dans ce sens, il y a bien une sorte de convergence entre cette école du yoga et la façon déconstructive dont Spinoza se sert dans la discussion de la raison. Il faut aussi dire que cette démarche d'Abhinavagupta n'est pas trop répandue dans les traditions du yoga, parce qu'on trouve aussi des traditions qui sont complètement anti-intellectualistes, et donc qui jugeraient la raison pas forcément quelque chose qu'on doit développer. Donc, ce n'est pas universel, ce n'est pas toutes les traditions, mais dans cette tradition, je trouve quand même qu'il y a bien une sorte de point
convergence entre Spinoza et les Aignan. Nicolas, Maté. Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, j'ai été doctorant de Charles sur Spinoza et les pédagogies et l'enfance. Ah. C'est un autre domaine. Je me demande si la fin de l'éthique, la deuxième partie de la cinquième partie, met à l'épreuve votre hypothèse ou la complique ou la suspend quand Spinoza parle de l'expression pendant le corps. Il parle du corps du point de vue de l'éternité. Il parle de quelque chose de l'esprit ou de l'âme qui survit à la mort. Je me demande si là, il n'y a pas une coupure entre esprit et corps. Et je me demande si on retrouve ça dans les exercices ou dans la tradition tantrique. Qu'est-ce que vous pensez de cette fin de l'éthique par rapport dans votre hypothèse? Il me semble que ça vient compliquer, en tout cas, moi, et le Spinoza oriental et le Spinoza stoïcien. Moi, j'ai pensé aux exercices spirituels de Pierre Hadot, par exemple, quand je vous ai écouté. Là, je reprends l'interprétation un peu de Pierre Macheret de la cinquième partie. Il y a une coupure, je pense. Je ne sais pas comment vous lisez pendant le corps et sous l'espèce de l'éternité pour le corps et ce qui reste du corps après la mort. Bon, ça c'est très important, très intéressant. En fait, je n'ai pas forcément une théorie complète sur tous les aspects de Spinoza. Je dis quelque chose sur ce sujet dans le livre, mais tout court, je dirais, de la même façon, si on est d'accord, et si aussi on ne peut pas être d'accord, mais si on est d'accord que les trois genres de connaissances ne sont pas des choses qui s'excluent réciproquement, mais on peut effectivement avoir une expérience qui a différents niveaux de résonance. Donc, on a un niveau imaginatif, un niveau rationnel, et la raison, par exemple, ne nie pas forcément l'expérience imaginative, la complète. Alors, on peut peut-être faire un passage en plus et dire que le temps et l'éternité ne sont pas forcément deux mondes séparés, comme le dirait Platon, mais le temps existe dans l'éternité, où le temps, c'est l'expérience inadéquate de l'éternité. Et donc, ça n'implique pas que le temps n'existe pas, de la même façon que le fait que chez Dieu, toutes les idées sont adéquates n'implique pas que chez nous, il n'y a pas des idées inadéquates. Ce que je veux dire est que quand Spinoza parle de l'éternité du corps, il ne parle pas forcément de quelque chose qui existe à part ou des côtés. Il fait encore cette action de zooming out, et donc il enlarge le champ de réflexion. Et par exemple, l'essence du corps, qu'est-ce que c'est l'essence du corps? L'essence du corps, c'est vraiment ce que définit ces corps en tant que quantum de puissance divine. Et ça ne peut pas être traduit dans une définition. Donc je pense que c'est très, très important aussi de réaliser qu'on ne doit pas s'attendre de la science intuitive de nous donner des définitions de dictionnaire. Parce que ça, la définition de dictionnaire, ça revient de la raison. Donc s'il y a vraiment une différence entre raison et intuition, ça veut dire que la connaissance intuitive, ça ne montre pas en tant que telle comme une connaissance qu'on peut réduire à une définition de l'encyclopédie. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un genre de connaissances différentes pour la connaître. Parce qu'on peut faire des approximations rationnelles à l'essence, mais on n'arrivera jamais à exprimer une essence individuelle par des notions communes. Ça, c'est la proposition 37, si je ne me rappelle pas, de la deuxième partie. Donc, l'expérience intuitive de l'essence du corps, c'est vraiment une expérience de ce qui est unique, de cette puissance unique, de ce mode fini, unique aussi. Et l'essence en tant que telle n'implique pas l'existence. Ça, c'est une autre chose que Spinoza démontre dans la première partie de l'éthique. Donc, chaque fois que je connais mon essence, je ne suis pas en relation à la façon dont l'essence se rapporte à autre chose. Donc, je ne connais pas la façon dont l'essence se rapporte à la durée, par exemple. Donc, l'intuition de l'essence, c'est une sorte de moment d'éternité que peut s'exprimer dans le temps. De la même façon où nous, dans le temps, pouvons avoir une expérience d'éternité en comprenant
de façon correcte et adéquate des théorèmes. Donc, dans cette façon, je suggère qu'il y a bien une différence qualitative, mais la différence qualitative ne doit pas forcément impliquer qu'il y a de sortes d'espaces différents qu'il faut, de quelque façon, il faut se bouger dans un espace, dans l'autre, trouver la porte de cette façon. Je pense qu'ils sont vraiment de différents niveaux. Et les niveaux sont connectés. Et dans votre approche comparative, on retrouve des éléments semblables dans la... Ouais. Je reviens à la question sur la tradition tantrique. Un dépassement du corps au... Oui. Donc, ça dépend de la tradition, en fait. Parce que les corps est toujours, spécialement dans la tradition tantrique, c'est une forme d'idéalisme. Donc, les corps, c'est vraiment un objet dans la conscience. Donc ça, ici, c'est un peu la différence, parce que Spinoza c'est un peu plus réaliste par rapport à la nature de l'étendue, par rapport à la pensée, parce que ce sont deux attributs irréducibles les uns aux autres. Dans la tradition tantrique, ce que Spinoza appellerait la pensée, c'est plus fondamental de l'étendue. L'étendue, c'est un objet, uniquement. Donc, dans ce sens, qu'est-ce que c'est le corps chez la tradition moniste idéaliste? Bon, c'est un phénomène. On pourrait dire, mais ça devient un peu hérétique pour les spinozistes. Comment on connaît l'étendue? On le connaît uniquement parce qu'on a des idées. Donc Spinoza, ce n'est pas un phénoménologue, Spinoza, ce n'est pas Husserl, mais quand même, il y a cet idéalisme minimaliste de se dire on peut connaître n'importe quel attribut uniquement à travers la pensée, parce que connaître, c'est un acte de pensée. Donc, qu'est-ce que c'est le corps? Il faut aussi réfléchir à quelles sont les présuppositions que nous avons quand nous parlons du corps. Parce que est-ce que nous pensons que le corps, c'est vraiment une substance? Pour Spinoza, le corps, ce n'est pas une substance. La tradition tantrique, ici, pousse un petit plus sur les côtés idéalistes. Donc, et ici, on pourrait discuter peut-être que pour les prochains 2 ans sur si on veut aller dans cette direction ou pas. Oui. C'était bien un débat, hein, oui, chez les mais Spinozistes. surtout, il y a une lecture de Spinoza qui a vraiment disparu de nos jours, mais qui a eu ses lettres de noblesse, et qui a été la lecture plotinienne ou émanatiste, dans laquelle il y a clairement une hiérarchie de la substance vers l'attribut, de l'attribut vers les modes infinis, des modes infinis vers les modes finis, et donc une sorte de descente comparable à ce qu'on trouve chez Plotin. Et il y a eu toute une thèse là-dessus qui a été faite dans les années 1920, et qui n'est pas forcément absurde. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui vous choque sans doute, Nicolas, c'est que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de retour chrétien un peu honteux de la part de Spinoza vers la fin de l'éthique, et qui commence à nous dire oui, mais l'esprit continue à exister même si le corps est mort. Donc comme une espèce de retour de l'âme. Et donc il rompt son parallélisme, et il revient nous mettre en contrebande une sorte de christianisme qui vous déplaît, enfin c'est clair. Mais il y aurait une autre façon de le dire, outre tout ce qu'a répondu très subtilement, je trouve, Andrea, c'est justement de revenir un petit peu à de reconsidérer éventuellement cette dimension peut-être structurellement descendante du spinozisme. C'est-à-dire, ce ne serait pas tellement en rupture que ça avec son ontologie initiale. Alors je sais bien qu'on n'a pas le droit de dire ça parce qu'on parle d'hérétisme, là, on se ferait brûler sur l'autel des parallélistes si on disait des choses pareilles, mais moi j'ai toujours été sensible à cette espèce d'harmonique émanatif chez Spinoza. C'est-à-dire, oui. Après, on peut imaginer aussi qu'il y a une part du corps qui va rester éternelle, pourquoi pas? Oui, mais c'est pas ça qu'il dit, parce que Nicolas Mathey disait « durant le corps », pendant que le corps dure. Alors, il se passe quelque chose, puis quand le corps cesse de durer, il ne parlait pas de corps qui devient éternel. C'était ça le problème. Et le corps cesse de durer en tant que corps d'un individu, mais oui. il devient autre chose. Mais, donc il y a une part d'éternité aussi dans le corps qui se disperse en oui. d'autres corps. Oui, ben, là, vous entrez dans des difficultés horribles qui sont 2-8, c'est-à-dire les choses qui n'existent pas, dont seulement l'essence existe et pas l'existence. Vous avez fait tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment une grosse difficulté du spinozisme, je pense. Mais bon, comme vous dites, il faudrait non pas 2 ans, peut-être 20 ans pour... on est obligé à un certain moment d'avoir des réponses
qui sont les plus plausibles possibles ou le plus légitimantes, ou le plus légitimées, en quittant le fantasme que Spinoza aurait réponse à tout ou aurait pensé à tout, vous voyez, ce qui n'a pas beaucoup de sens en réalité. Mais vous avez raison, c'est un passage difficile, la fin de Éthique 5. Il y a des spinozistes qui ne le supportent pas. Hein. C'est une espèce de mysticisme qui apparaît d'un seul coup. Oui. Écoutez, je crois qu'il est l'heure, on peut s'en foutre. Ce qui aurait été peut-être pas mal, c'est de faire circuler un tout petit peu le livre, parce que je vois que c'est un livre que j'ai honte de ne pas connaître, mais que je vais certainement connaître. Vous avez des flyers à nous distribuer? Ben, voilà. Mais même faire circuler un peu le livre, peut-être, pour qu'on puisse le feuilleter un peu. Et puis, sauf s'il y a une dernière question. Personne n'a de questions rentrées? Et bien dans ce cas-là, on va saluer notre conférencier et le remercier pour toute cette discussion, cet exposé, et donc nous donner rendez-vous dans quelques semaines avec l'intervention de, je crois, Lordon et Luc Bert sur la question de Spinoza et la psychanalyse. Enfin, on verra bien ce qu'ils vont dire. Pulsion. Voilà. Merci. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Gracias.